Il est incontestable que la faune et la flore de Méditerranée changent depuis quelques années. Sur la côte d'Azur, le barracuda et la dorade coryphène sont deux exemples bien visibles du développement des nouvelles espèces. Les pêcheurs, les plongeurs et les chasseurs sous-marins ont été les premiers témoins de cette évolution. Depuis ce constat, les scientifiques ont entrepris des études et mis en place le recueil des données sur le terrain pour tenter de mieux comprendre ce phénomène. S'agit-il d'espèces réellement nouvelles ou d'espèces originelles en forte croissance? Est-ce le premier impact visible du réchauffement de la planète? La nature de cette évolution est-elle profonde ou cyclique? Et quelles seront les conséquences écologiques pour la Méditerranée? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le sillage des barracudas et des dorades coryphènes de Méditerranée. Mon premier rendez-vous sera avec Eric et Michel, deux chasseurs sous-marins basés à Cannes. Ils passent de nombreuses heures sous l'eau toute l'année et savent parfaitement où trouver des barracudas presque à coup sûr. Ah, la bouée. Là, on va se lester comme tout à l'heure, hein. On va prendre un bon lest. Combien tu as de lestage, toi, à peu près? Moi, je dois pas avoir loin de 10 kilos. De quoi? De lestage. Là, il faudra qu'on soit pas du tout lesté. Voilà. Donc, je laisserai le baudrier dans le On bateau. force pas à la remontée. Exactement. Sur cette zone de chasse, nous rencontrons une variété d'espèces considérables, et notamment des poissons comme le loup, le denti, les sards, et notre trophée, c'est-à-dire notre poisson trophée, le barracuda. En ce qui concerne la taille et le poids des barracudas que nous rencontrons, nous, ici, sur les îles de Lérins, on peut parler d'une fourchette entre 500 grammes et le maximum 8 kilos. Voilà, nous en avons vu peut-être certains un peu plus gros, mais c'est une moyenne. 8 kilos, c'est déjà un beau poisson. On ne peut pas parler d'une augmentation des gros barracudas. On va plutôt parler, nous, d'une augmentation de la taille moyenne, c'est-à-dire des 1 kg, on en trouve beaucoup plus qu'avant. Ils sont regroupés en bancs, ils se déplacent en bancs. Donc les gros individus sont plutôt solitaires, alors que la moyenne des barracudas qui font 1 kg sont regroupés en bancs. Alors des bancs qui peuvent aller jusqu'à 60-70 individus. C'est un poisson puissant lorsqu'il est fléché, qui va tracter un petit peu, qui va dérouler le moulinet. Donc c'est un poisson qui est combatif. Il n'est pas combatif très longtemps, mais qui donne un petit peu de fil à retordre aux chasseurs. Le deuxième aspect de ce poisson qui en fait un intérêt particulier, c'est qu'il demande des qualités physiques et un entraînement sportif. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas facilement à l'agachon, contrairement à ce qu'on pourrait penser de lui. Le dernier aspect qui en fait un intérêt particulier, c'est son aspect gastronomique. C'est un poisson qui a une chair ferme, une chair particulièrement goûteuse et qui, en plus de ça, possède très peu d'arêtes. Donc il n'y a rien à jeter dans ce poisson et il est vraiment particulièrement délicieux. La dorade coryphène, poisson du large, ne fait pas encore partie des prises du chasseur sous-marin sur la côte d'Azur. Ce sont les pêcheurs qui en prennent de temps en temps, à la canne. J'ai rendez-vous à Beaulieu sur le bateau de Patrice, guide de pêche en mer, pour en savoir plus sur les techniques de pêche de ce poisson exotique. Allez, on va se préparer. Voilà, on va essayer d'aller prendre une dorade coryphène.
Alors il y en a pas mal en ce moment au large et un petit peu à la côte. Donc au large, forcément, on prend des dorades coryphènes un petit peu plus grosses qu'à la côte. Ce sont des poissons généralement dont le poids varie entre 4 et 6 kg pour les plus courantes. Et on les pêche essentiellement avec ce type de leurre. Bon, il arrive parfois d'en faire des plus grosses, hein. Donc on a besoin de leurres de surface de ce type-là, qui ne nous empêcheront pas, ceci dit, de prendre du thon ou d'autres poissons, marlin blanc entre autres, spearfish. Voilà, c'est des leurres d'une vingtaine de centimètres à peu près qui restent en surface, qui ont la tête biseautée, qui zigzaguent pas mal. Plutôt des couleurs vives, les coryphènes adorent ça. Ils se rapprochent un petit peu d'ailleurs de leur couleur elles-mêmes, hein. Essentiellement des femelles, hein, 4-6 kilos la plupart du temps, mais la plus grosse que j'ai prise faisait 14 kilos, c'était un mâle. J'ai un copain le week-end dernier qui a fait un beau mâle de 11 kilos, donc c'est pas à négliger. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande densité, mais on en a de plus en plus. Et ça, on va dire depuis 4 ou 5 ans, on prend de plus en plus de coryphènes. Vu que la dorade coryphène est un poisson de surface, donc on va éviter tout ce qui est poisson nageur, rapala, poisson à bavette, rapala, type rapala, storm, qui sera davantage ciblé sur le thon et les poissons plus pélagiques. Donc on reste sur ce type de leurre. Ça, c'est pour la traîne hauturière qu'on va traîner à une vitesse moyenne de 7 à 9 nœuds. Une espèce peut être considérée comme exotique ou nouvelle quand elle est observée en dehors de son aire de répartition. Il semble donc que le barracuda et la dorade coryphène ne répondent pas à cette définition. Pour faire une mise au point sur cette notion d'espèce nouvelle, le mieux est encore de demander aux scientifiques. Alors, il y a effectivement en Méditerranée de nombreuses espèces nouvelles. Les scientifiques ont quand même du mal à dire que ce sont uniquement des espèces tropicales. Dans certains cas, on peut effectivement avoir une idée de l'origine de l'espèce. On considère que ce sont des espèces réellement nouvelles qui viennent par exemple de la mer Rouge, qui sont rentrées en Méditerranée par le canal de Suez. Généralement, ces espèces sont restées cantonnées dans le bassin oriental de la Méditerranée pendant de très très nombreuses années. Et ce n'est que très très récemment, je dirais les 2-3 dernières années, que ces espèces ont commencé à passer dans le bassin occidental. Ces espèces qui proviennent de la mer Rouge, c'est véritablement là des espèces tropicales. On parle essentiellement des poissons. Des poissons simplement parce que c'est ce que voient les pêcheurs, les plongeurs, les apnéistes. En Méditerranée orientale, il y a à peu près presque une centaine d'espèces qui viennent comme ça de la mer Rouge. Quelques-unes, comme par exemple les poissons lapins, sont devenues extrêmement abondantes. 70% des poissons que l'on peut voir au Liban sont des poissons lapins. Et d'ailleurs, c'est ce poisson lapin qui a été pêché à côté de Marseille l'année dernière. Donc vraiment, ces espèces arrivent. Toujours dans ces espèces qu'on peut véritablement qualifier de tropicales, il y a toutes celles qui viennent de l'Atlantique tropical, mais qui, elles, sont rentrées par Gibraltar. Mais il y a beaucoup d'autres espèces que les apnéistes, les plongeurs ou les pêcheurs, professionnels ou amateurs, commencent à voir de façon de plus en plus abondante. Ou voire même, pour eux, souvent, ce sont des espèces qu'ils considèrent comme nouvelles. Et pour nous, au niveau du monde scientifique, eh bien, ces espèces sont des espèces typiquement méditerranéennes. Le grand barracuda peut faire partie de ces espèces. Mais très souvent, eh bien, dans toutes ces espèces dites nouvelles que l'on voit, qui ne sont pas tropicales, eh bien, on ne connaît pas, on n'est pas capable de proposer une explication pourquoi ces espèces sont là. Depuis une dizaine d'années, à peu près, nous avons observé une augmentation de la population. C'est-à-dire qu'en fait, les barracudas ont tendance à se regrouper sur des zones où auparavant il n'y avait pas ce type d'espèces. On rencontrait plutôt des sars, plutôt des denchi, qui sont encore présents, mais qui cèdent beaucoup de terrain aux barracudas. On trouve particulièrement les barracudas présents sur notre côte, c'est-à-dire des îles de Lérins, à partir du mois de mai. Avant cette période-là, l'eau est trop froide. Donc il faut avoir une eau aux environs des 18 degrés pour justement que les spécimens les plus intéressants soient présents. On peut en trouver l'hiver, ça arrive, mais surtout dans les estuaires. Je pense d'ailleurs que c'est un endroit où ils vont frayer l'hiver. À partir du mois de mai, on les retrouve en pleine mer. On arrive à rencontrer des bancs
et éventuellement des gros spécimens. On entend parler du grand barracuda et de la petite bécune. S'agit-il du même poisson? Pourrait-il y avoir plusieurs espèces de barracuda sur nos côtes? Que dit le spécialiste? Ces deux barracudas, il y a Sphyrena sphyrena, qui est, je dirais, l'espèce la plus communément observée depuis très longtemps en Méditerranée. Et maintenant, quand les plongeurs parlent de barracuda, quand ils voient des grands barracudas, des grandes concentrations, eh c'est une autre espèce, Sphyrena viridensis, qui est observée depuis un peu moins longtemps. Alors, le premier Sphyrena sphyrena est signalé dans les inventaires de poissons depuis au moins le 19e siècle, mais c'était des individus de petite taille. L'espèce donc Sphyrena sphyrena, c'est pas du tout le grand qu'on voit actuellement, que les plongeurs voient. Ces jeunes poissons étaient présents à la côte, les adultes étaient probablement présents plus au large. Enfin, l'espèce a toujours été présente le long de nos côtes. L'autre espèce donc, qui est vue maintenant par les plongeurs, Sphyrena viridensis, a toujours été présent en Méditerranée. C'est une espèce qui est très abondante dans l'Atlantique tropicale et progressivement, probablement avec le réchauffement des eaux, eh bien, cette espèce est devenue de plus en plus abondante sur le bassin occidental. Non seulement il y avait le réchauffement, mais également le fait que la qualité des eaux s'améliore, qu'il y ait de plus en plus de poissons de proie à consommer, parce que c'est un prédateur. Eh bien, cette espèce est devenue abondante. Et maintenant, les grands spots de plongée attirent les plongeurs avec cette image publicitaire. Il y a des grands bancs de barracuda. C'est vraiment quelque chose que les plongeurs viennent voir maintenant. Le plongeur loisir, sur la Côte d'Azur, est un poste d'observation idéal car il plonge quasiment toute l'année sur les mêmes spots. Ces témoignages sont donc précieux pour retracer l'historique des changements intervenus. En embarquant à bord du bateau de plongée, je vais pouvoir recueillir les témoignages des responsables d'un centre de plongée. Ils ont bien connu l'époque où l'on ne parlait pas encore de ces espèces venues d'ailleurs. En ce qui concerne le barracuda, les rares plongeurs qui l'avaient croisé en faisaient le portrait d'un prédateur potentiellement dangereux pour l'homme. C'est dire. Cette époque n'est pas si lointaine, comme nous le rappellent ces plongeurs d'expérience. Alors, nos premières plongées, elles remontent aux alentours de 1975. Et on plonge essentiellement sur un secteur qui est compris entre Saint-Raphaël et Nice. Alors, le côté qu'on connaît le mieux, ça reste quand même le secteur des îles de Lérins, la baie de Golfe-Juan, le secteur du Cap d'Antibes. Savoir qu'on a fait quand même un certain nombre de plongées sur ce secteur. Grosso modo, ça tournerait autour de 6000 plongées. Alors, de mémoire, des barracudas, à cette époque-là, on n'en voyait quasiment pas. Ça restait quelque chose de très très rare. Et je ne me souviens pas d'en avoir vu pendant ces années. Lorsqu'on avait la chance d'en voir un, c'était un barracuda qui pouvait approcher les 50 cm. Ah oui, ça restait une rencontre exceptionnelle. En règle générale, lorsqu'on avait la chance de les rencontrer, on les rencontrait plutôt de manière isolée. Alors que maintenant, les choses ont énormément changé. Alors, à l'époque, la rencontre d'un barracuda restant quand même quelque chose d'exceptionnel, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment une saison privilégiée. De mémoire, je ne me souviens pas qu'il y ait un moment plus privilégié que nôtre pour faire ce genre de rencontre. On peut dire actuellement que c'est très rare de ne pas rencontrer un barracuda à chaque plongée. D'ailleurs, on verra lorsque les plongeurs vont sortir, c'est fort possible qu'ils en aient rencontré aujourd'hui encore. Vous avez vu des trucs sympas, c'est ça? Alors, on a vu quelques verrous, un barracuda en plein eau, on se baladait au milieu d'un banc de sard. Bon, Richard, tu as quoi comme paramètre? 43,50, 2 à 6, 18 à 3. Ok. Et au niveau faune, qu'est-ce que tu as vu de sympa? Barracuda. Il était sympa ce barracuda, bon, il était pas particulièrement agressif, il se baladait tranquillement, il n'avait pas particulièrement peur du plongeur. Non. Oui, j'ai l'impression qu'il fait pas attention à nous en fait. Ouais. Il continue sa route. Il vit sa vie tranquillement dans l'eau. Ouais. Une dizaine de barracudas, des dentis, des murènes et des gorgones. Et les barracudas, ils faisaient quelle taille? Comme ceci. Comme ça. Il y en avait une dizaine. On peut dire que la rencontre d'un barracuda sous l'eau n'est plus quelque chose d'exceptionnel. On en rencontre toujours des solitaires, bien entendu, d'une taille un petit peu supérieure à celle qu'on rencontrait il y a fort longtemps. Par contre, il n'est pas rare de rencontrer de nombreux barracudas, cette fois-ci en banc. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Le barracuda, c'est plutôt un poisson de pleine eau.
Hein, il y a du rocher à proximité, c'est vrai, mais c'est un poisson qui fréquente plutôt le milieu pélagique, donc le milieu vraiment plein eau. Le poisson que l'on nomme barracuda en Méditerranée, c'est pas vraiment le barracuda, mais c'est plutôt une bécune. C'est la même famille, mais la bécune a une taille légèrement inférieure au barracuda. Pour moi, le poisson reste le même, mais je pense que pour des scientifiques, ils seraient capables de faire la différence beaucoup plus facilement que nous. Alors, le barracuda étant au départ un poisson de mer chaude, il est évident que pour nous, les rencontres sont plus fréquentes à la saison estivale qu'à la saison hivernale. C'est ce qui laisserait supposer que peut-être ce poisson se déplace en fonction des saisons et préfère partir sur des secteurs où l'eau est plus chaude, peut-être les côtes africaines. Ou... Ça pourrait provenir de la qualité des eaux. Ça pourrait venir peut-être de l'abondance de la faune et la flore. Il faut quand même savoir que depuis quelque temps, par rapport à ce qu'on peut observer, moi je trouve que la faune est beaucoup plus riche. Donc peut-être que la présence de nourriture favorise aussi la présence de ces prédateurs. Il ne faut pas oublier que le barracuda fait partie des prédateurs quand même. Donc ces deux espèces de barracuda sont des prédateurs qui vont se nourrir essentiellement de poissons, très très grande majorité de poissons, surtout si on pense aux individus de grande taille. Là, c'est vraiment une nourriture exclusivement poisson. On peut penser par exemple aux castagnols, aux oblades, etc., à ces petits poissons planctonophages qui sont en pleine eau. On appelle ça, nous, la mange. Ce sont des petits poissons qui se déplacent en banc. On s'en aperçoit très bien quand on le voit arriver sur nous et qu'il ne nous calcule pas, dans le sens où il va chasser ces petits poissons, il va avancer très très rapidement, se bloquer, comme un arrêt sur image en vidéo, et se nourrir de ces petits poissons. Ils sont souvent en surface, ces petits poissons. Voilà pourquoi on le trouve très souvent au-dessus de notre tête, alors qu'on l'attend en contrebas ou alors sur le côté droit ou le côté gauche. Il faut regarder partout. Ces deux espèces sont vues dans la zone littorale essentiellement en pleine eau. C'est un poisson de pleine eau. Alors le petit barracuda, on va dire Sphyrna sphyrena, le petit, est observé à peu près sur tout type de fond, essentiellement les fonds d'algues ou les fonds d'herbiers, éventuellement les fonds de roches, vraiment dans quelques mètres d'eau, pas plus. Le grand barracuda, de par sa taille, est présent plutôt sur des milieux assez ouverts, le long de tombants, et vraiment forme des grands bancs de quelques centaines ou plus d'individus en pleine eau. Patrice a mis en traîne ses leurres autour des bouées qui délimitent la réserve marine de Beaulieu. Bouées et chênes ont la propriété de retenir le poisson. Les pêcheurs le savent bien. En ce début d'automne, de petites dorades coryphènes ont été aperçues à leur proximité. Il me tarde d'entendre le cri strident du moulinet sur un départ de poisson. Il y a une touche là. Deux touches. Oh là, ça part fort ici. Prends celle-là, tu prends l'autre. Il y en a deux touches, tu prends celle-là. Tiens, prends celle-là, regarde. Moi, je prends l'autre. Ok. Ouais. On va voir ce que... Ah, ça saute un peu en surface. Je vois pas ce que c'est, ça arrive en surface. C'est quoi, Roger? Regarde, ça saute là-bas. Non. Ah, t'es peut-être à la bouée, là. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Attends, on va voir ce que c'est, ça. C'est quoi, Roger, un petit limon? Papa, il se fait vider le moulinet, là. Ouais. Non, c'est un poisson, c'est un gros poisson. Alors là, hop. C'est une oblade. Ok. Voilà, une petite blade, c'est marrant ça à pêcher, regarde. Hop. Ça aussi, c'est des... Là, par contre, là-bas, on est sur un gros poisson, là-bas. Eh ben voilà. Bye bye, ma belle. Attends. Mets un petit peu de frein. Arrête. Voilà. Ça, c'est déjà plus intéressant comme poisson. Ouais, ça, c'est un beau poisson. Wow. Nice fish, hein? Qu'est-ce que ceci? C'est quoi, il savait le fond ou quoi? Il était sûr que j'ai pas pris le fond, il m'a dit. Mon mec, j'avais pas sur des vidéos. Oui, t'as pris la bouée là-bas, moi.
Quel côté je suis? Bouge pas, t'occupe pas, continue à faire ton truc. Voilà, impec. Regarde s'il est beau ce petit barracuda d'1 mètre à peu près. Hein, regarde. Bon là on est sur du nylon, c'est clair qu'on risque de casser à tout moment. Alors, les couleurs c'est joli. Hein. On va essayer de le salabrer. Hein, puis de toute façon on va voir. Des barracudas ça existe quand même depuis pas mal de temps. Comme je te disais tout à l'heure, mon grand-père pêcheur professionnel, mon oncle pêcheur professionnel, donc ils en ont toujours pris. Mais on en a de plus en plus. Tu as vu, ils adorent les petites plumes comme ça, hein, les petits leurres, ça ils adorent. Bon, il faut noter que c'est un redoutable prédateur. C'est un poisson qui se reproduit très vite et qui mange beaucoup d'autres poissons. Il y en a de plus en plus des barracudas. C'est vrai que de cette taille-là, ça nous fait un poisson quand même d'1 mètre, hein, on va dire. Un bon mètre. On va éviter de se faire... Regarde. Tu vois, ça fait un poisson quand même sympa. Pour notre région, ça reste un poisson assez peu usuel, quoi. Et ça fait partie de ces nouvelles espèces qu'on trouve de plus en plus chez nous, quoi. Hein? Vous voulez manger ou quoi? On le bouffe? On le relâche? On relâche. Allez. Bien, on va essayer de relâcher ça. Il est magnifique, on va lui rendre la liberté. Tiens. Allez, on y va? Vas-y mon petit, accélère. Allez, c'est parti. Oh, superbe. Bravo. Le barracuda n'a pas une très grande valeur commerciale. C'est pas un poisson qui est très connu. C'est pourtant un poisson qui a une chair assez bonne, mais c'est pas un poisson qui est très connu. Et on le vend difficilement malgré tout. Pour savoir comment le consommateur accueillait ce poisson exotique, je suis passé sur le marché aux poissons de Cannes. Nous sommes au début de l'été. Le poisson est abondant sur les étals. Mais à première vue, le barracuda n'occupe pas une place importante. Pour quelle raison? Je vais peut-être bien arriver à le trouver. Voilà. Voilà ce que nous appelons le barracuda. Tout frais qui vient d'arriver. Alors le barracuda peut être nommé aussi brochet de mer ou balaou en patois. Le barracuda est un poisson assez méconnu. Donc on le fait connaître aux clients, disons, on leur fait comprendre que c'est une chair qui est quand même qui est très blanche, assez ferme et qui ressemble un peu comme le colin. Je décide de faire un tour sur le port de Cannes dans le but d'interroger un professionnel de la petite pêche côtière. Il pourra peut-être m'en dire plus sur les mœurs de cette espèce encore peu connue du grand public. Là, en ce moment, il y a pas mal de barracudas parce qu'ils se rassemblent sur des pointes, sur des petits secs et ils frayent en fait. Ils se rassemblent tous et c'est un poisson qui nage quasiment qu'entre deux eaux. Hein. Ils sont par 7, 8, 10, voire même 50. Une fois, j'ai vu des bandes de 200 poissons impressionnants. Et là, c'est la période du frais, la période où elles frayent en fait. On va dire que ça se passe du début juin, mi-juin, jusqu'à fin, voire mi-juillet. Alors pour la pêche spécialement au barracuda, on va dire que on le cherche pas ce poisson. C'est un poisson qu'on va attraper un peu par la chance, on va dire. Parce que il n'y a pas un filet spécialement pour ce poisson-là. Les gens sont un peu surpris même d'ailleurs de voir des barracudas ici sur cette zone ici. Et en fait, ils ne le connaissent pas réellement. Donc on est obligé de faire un peu le forcing sur la vente de ce poisson. Il n'y a que les connaisseurs qui savent un peu que c'est bon, c'est une bonne chair. Ça ressemble un peu au loup, ça ressemble un peu à l'ombrine, on va dire. Un peu un peu une chair ferme, on va dire. Je pense pas que ce soit dû au réchauffement des eaux, le barracuda. Parce qu'en fait, l'hiver, il y en a beaucoup plus, on dirait. Et donc l'eau est à entre 10 et 12 degrés. Et je pense pas que ça joue avec la température de l'eau. Parce que la température de l'eau, on va dire que c'est toujours la même. Elle a pas trop, pour nous, elle n'a pas trop bougé, on va dire. Et on dirait même qu'elle se rafraîchit ici. On sait que le réchauffement actuel des eaux est une réalité.
Donc ça a entraîné effectivement une modification de la répartition de certaines espèces. On peut avoir également des remontées depuis les eaux profondes vers les eaux de surface. Peut être lié à la température, peut être lié à une modification de la turbidité des eaux. On peut avoir également une pression d'observation qui est plus importante qu'avant. Alors, dans certains cas, le fait d'avoir plus de personnes fréquentant le milieu marin, on a beaucoup plus de plongeurs plaisanciers, on a beaucoup plus d'apnéistes qu'il pouvait y avoir il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Eh bien, toutes ces personnes, tous ces yeux finalement sous l'eau permettent effectivement de rapporter de nombreuses observations qui avant n'étaient simplement pas rapportées. Nous avons remarqué qu'il est très présent le matin tôt et également le soir tard, juste avant la tombée de la nuit, parce que c'est à ce moment-là qu'il chasse ou qu'il se met en chasse. On peut également le trouver en journée, mais il risque d'avoir un comportement moindre au niveau de la prédation, c'est-à-dire qu'il va éventuellement ne pas venir, ne pas approcher le chasseur, parce qu'il n'a peut-être tout simplement pas faim et il va passer son chemin. Donc c'est un poisson très curieux qui vient très bien à l'agachon, mais qui prend beaucoup de temps à venir. Donc ce qui nécessite des agachons assez poussés de 1 minute 30 à 2 minutes 30. Je l'attire avec des bruits de gorge ou en tapant avec la crosse du fusil. Donc pour tirer un barracuda et essayer d'assurer sa proie, vu que la tête est assez fine, il faut le tirer juste derrière la tête, juste après l'ouïe, et essayer de toucher la colonne vertébrale, ce qui mobilisera le spécimen. Alors sa principale défense, c'est dans sa puissance, car c'est un poisson qui est très puissant. Dès qu'il dépasse normalement 1,5 kg, il va de suite prendre du fil sur le moulinet et commencer un combat. Donc il faut impérativement un moulinet sur l'arbalète. Donc c'est un poisson qui, s'il est bien fléché, ne se déchire pas. Par contre, s'il est pris dans le bas-ventre, dans le flanc, là il peut se déchirer très facilement. Ces deux espèces de barracuda, comme la majorité des poissons de Méditerranée, vont se reproduire pendant le printemps ou au tout début de l'été, ce qui permet dans ce cas-là, lorsque les jeunes vont arriver, les juvéniles vont arriver, eh bien, de disposer d'eau à bonne température pour leur développement, d'une nourriture suffisamment abondante, effectivement, pour qu'ils puissent se développer, grandir rapidement. Où se reproduit le barracuda, là on en est beaucoup moins sûr. On pense probablement que la reproduction se fait au large. Il y a peut-être des rassemblements en pleine eau de poissons au large. La ponte se fait en pleine eau, la fécondation des œufs se fait en pleine eau. Les œufs vont rester pendant un certain temps en pleine eau, dans le plancton. À partir de l'œuf va émerger une petite larve qui va grandir pendant un certain temps dans le plancton, et puis progressivement, ces poissons se rapprochent de la côte, sont amenés par les courants, et les jeunes barracudas vont descendre à proximité du fond et commencer à occuper un habitat voisin de celui des adultes. C'est un cycle très classique, je dirais, pour les poissons de la zone littorale en Méditerranée. La patience et la persévérance étant des qualités premières du pêcheur, nous repartons ce matin pour une traîne côtière à la recherche des petites dorades coryphènes. Aurons-nous plus de chance aujourd'hui? Ça commence à donner des petits coups de tête. Ah, il est là, c'est un barracuda. Ah. Et le bête. On pourrait éventuellement se poser la question, est-ce que maintenant ces augmentations de barracuda le long de la côte peut rentrer en concurrence avec d'autres espèces prédatrices? Bien, pas du tout. En tant que prédateur, il a besoin effectivement de proie, donc il n'a pas de problème d'habitat. Par contre, si jamais sa nourriture devient limitée, eh bien, tout naturellement, il y aura une régulation des populations. Donc, par rapport aux autres prédateurs présents, eh bien, si le barracuda a pu se développer, c'est qu'il a exploité, lui, soit une ressource de nourriture très abondante, ou alors il a exploité une ressource particulière qui était
peu visé, peu utilisé par d'autres prédateurs. Très naturellement, il y a un équilibre qui va s'installer et on peut considérer que si le barracuda se développe, c'est qu'il a trouvé une niche écologique lui permettant de se développer. Effectivement, ces prédateurs ont besoin d'avoir une ressource abondante pour pouvoir vivre, pour pouvoir réaliser un cycle complet biologique, c'est-à-dire qui comprend la reproduction, c'est le plus important, la reproduction et la survie des individus reproducteurs. Et les comptages qu'on réalise, que ce soit sur les espèces prédatrices ou sur des espèces qui peuvent se trouver être des proies à un moment donné, montrent qu'on est toujours en phase d'augmentation. De toute façon, les choses se régulent tout à fait naturellement entre les différentes espèces. Et cette concurrence, elle existe, certes, mais il y a des mécanismes qui permettent, de contourner un petit peu, notamment par la recherche de nouveaux territoires à conquérir. Et c'est là où on prend tout à fait conscience de l'intérêt d'une réserve, c'est que ça va permettre justement, par cette charge importante de poissons, de prédateurs, d'individus, quand il y a un peu, surcharge, entre guillemets, si ça existe, c'est encore pas prouvé à Port-Cros, il va y avoir de toute façon recherche de nouveaux territoires, et ça, y compris sur des zones qui ne bénéficient pas d'une protection. Ce matin, en rade de Villefranche, les chasses de mouettes nous rendent optimistes. Les coryphènes circulent au bord et quelques prises ont été faites les jours précédents. Nous avons toutes nos chances aujourd'hui. Tu les as vues autour du coffre, là? Elles sont là, sous vous, là? Toujours là? Elles sont pas là, mais elles sont placées devant. Vraisemblablement, il y a toujours eu des petites, en tout cas depuis pas mal d'années. Il y en a en Tunisie, il y en a à Malte, il y en a à Chypre, des petites coryphènes. Chez nous, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, et on va dire que même ces petites coryphènes, elles sont arrivées il y a 4 ou 5 ans, pas avant. Moi, mon grand-père, qui était un pêcheur professionnel, n'a jamais pris de dorade coryphène dans ses filets. Alors que maintenant, les pêcheurs du coin prennent fréquemment des petites dorades coryphènes. C'est quelque chose qui est devenu assez courant. Plutôt en fin de saison, au mois d'août, septembre, octobre. Ça ressemble un petit peu à un passage de juvénile. On sent que c'est des poissons qui sont nés en Méditerranée, en tout cas. Si le poisson est bien là, malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, nous n'avons pas encore croisé son chemin. Auteur d'une thèse sur le comportement agrégatif de la dorade coryphène autour des objets flottants, Marc Taquet pourra certainement nous en apprendre davantage sur ce poisson au comportement particulier. Alors on a des traces de son existence en zone tropicale bien sûr, mais en Méditerranée ça remonte à très loin puisque avec les Romains qui la pêchaient déjà autour de DCP plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'était déjà une pêcherie connue, donc principalement dans le sud de la Méditerranée. La dorade coryphène, en fait, c'est une espèce essentiellement tropicale qu'on retrouve, elle est circumtropicale, on la retrouve en fait dans les trois océans et en Méditerranée. La limite de sa distribution en fait, se situe autour de l'isotherme des 18-20 degrés. Il existe 2 espèces de dorade coryphène. Ces 2 espèces sont très proches l'une de l'autre et en fait, ce qui les différencie le plus, c'est qu'à l'âge adulte, la coryphène commune est beaucoup plus grande, celle qu'on trouve sous les tropiques et en Méditerranée, que la petite coryphène, qui est la Coryphena echiselis. C'est un poisson qui est relativement allongé, compressé latéralement, et qui a la particularité d'avoir un dimorphisme entre les mâles et les femelles. Les mâles ont un front droit très bombé, comme une espèce de bosse en fait, et les femelles ont un profil plus arrondi. Au niveau des couleurs, c'est très changeant. Ça dépend aussi bien dans l'eau que quand on a capturé la coryphène, les couleurs changent assez rapidement. Ça passe du bleu argenté, pour une coryphène qui est dans l'eau et qui a un comportement calme, à une couleur dorée très très intense, couleur or un peu, avec des petites taches lorsque le poisson vient d'être capturé ou quand il est dans un moment d'excitation. C'est un poisson qui grandit vite. Sa taille moyenne, on va dire, la taille moyenne à l'âge adulte, c'est aux environs de 1 mètre. On est en limite de répartition de l'espèce qui fait qu'on pêche la coryphène en Méditerranée avant même souvent qu'elle se soit reproduite. C'est une pêcherie saisonnière de petits individus qui ont à peine 6 mois en fait.
que ce soit en traîne côtière ou au large, on va essayer de trouver des épaves. Il a beaucoup plu cette semaine, on va essayer de trouver des bouts de bois à la dérive, des branches, et la plupart du temps, les coryphènes sont sous ces épaves qui dérivent. Ou alors sous les bouées existantes. Hein, il y a des bouées qui sont mouillées par le chaume, et autour de ces bouées-là, il nous arrive fréquemment de trouver des coryphènes, ce qui n'est pas exceptionnel propre à la Méditerranée. Hein, c'est aussi le cas dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, où les pêcheurs le savent bien, les coryphènes sont souvent sous des épaves. Et c'est là qu'on va essayer de les trouver aujourd'hui. Il y a quelques chasses de thon par là. On va essayer de s'approcher un peu. C'est un peu dispersé pour l'instant. On va voir. Qu'à leur dire. Ok, donc on se m'entraîne. Quand ça remonte, qu'on passe, on vient devant, on relance, ok? Ok, superbe. Tu veux passer là au milieu? Ouais, mais il faut remonter les lignes derrière, les gars. Hein. Tu l'as toujours? Tu l'as plus? Ouais, impec. Moi, je vais taper un peu plus bas. Mais disons, tu sais quoi en fait? L'histoire, ils sont sur plusieurs hauteurs, plusieurs paliers. Viens de ce côté, Daniel. Et en fait, l'eau, elle est plus trouble en bas, tu comprends? Donc, ils voient moins. Ici, c'est trop clair. Quand tu es trop près de la surface, Domi, poisson d'une... Attention, j'embraye un peu, hein. Quinzaine de kilos. Non, non, soulève pas trop, qu'il passe pas dans les hélices. Baisse ta canne, baisse ta canne, baisse ta canne. Tu peux toucher le... Voilà. On va le faire au petit crochet proprement. On va essayer de ne pas l'abîmer. Ouais, tu peux m'amener le bas de ligne ici si tu veux, Daniel. Attention, attention. Baisse ta canne. Ouais, c'est un beau poisson. Ouais. Ouais, c'est nickel ça, regarde. On voit bien le leurre, là, le petit vortex. Et voilà, toi, on va essayer de le prendre juste par la bouche sans l'abîmer, là, tu vois, par le bord ici. Voilà, ça c'est nickel. Non, ça va. Impeccable. Beau poisson, les gars. Prends l'extracteur, s'il te plaît, Adrien. On va, tu vois, propre, pris au bord. Pas abîmé. Allez, on relâche de suite. Tu veux le relâcher? Laisse-le à Daniel le faire. Daniel, vas-y, fais-le. Ouais, bravo les gars. La traîne hauturière à quelques milles des côtes nous offrira peut-être la chance de capturer la dorade coryphène. Nous traversons une zone où de nombreux anchois suivent le courant, poursuivis par des bancs de petits thons rouges. Tu vas à gauche, il y en a à droite. Tu vas à droite, il y en a à gauche. Il y en a partout. Il y en a là-bas, là-bas, là-bas. On ramène la désichaine en courant. Tu vas là-haut, tu ramènes la désichaine. Tu peux me le rester. On le trouve bien au fond, on va faire une petite photo de l'année de bord. Il s'est bloqué 2-3 fois. Allez aussi. Parce que vu le comportement, si tu veux le comportement plongeant, tu vois, la canne, le poisson est très bas, c'est plus un comportement de thon, tu vois. Ah, tu vois le poisson est très vertical. Non, prochain coup, tu me le montes. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Voilà, top. Top, ne mouline plus. Maintenant, tu soulèves ta canne tout doux. Allez, hop là, voilà. Voilà. Ah, non. On y va. Bye bye. Bye bye, guys. Super, les gars. Bon, nickel. Wow. Impeccable. Bon, prochain coup, c'est une dorade. Hein. On parle souvent donc de pêche sous DCP pour la dorade coryphène. Alors qu'est-ce que c'est que ces DCP, dispositifs de concentration de poissons? C'est aussi bien un objet naturel flottant, comme un tronc d'arbre, une caisse, un branchage qui flotte à la surface de la mer, que
un dispositif reconstruit par les pêcheurs, donc un objet flottant artificiel qui va être fabriqué par les pêcheurs et qui va être mis en mer pour favoriser l'agrégation des poissons pour les besoins de la pêche. Mais le gros de l'exploitation, c'est une exploitation autour de petits DCP côtiers de coryphènes de l'année, c'est-à-dire des coryphènes qui vont faire entre 40 cm et 80 cm pour les plus grosses, quoi. Dorade coryphène de 60 cm en Méditerranée, c'est déjà une dorade qui représente la moyenne de ce qui est pêché, on va dire, de l'ordre de 1 kg à 2 ou 3 kg maximum. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'un objet flottant, pour qu'il commence à être intéressant au niveau de la faune associée, il faut compter plusieurs semaines. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises pour tenter d'expliquer ce phénomène agrégatif. La première, historiquement, on pensait que l'agrégation provenait en fait de l'accumulation d'une chaîne trophique, les petits poissons venant pour se protéger du DCP, et puis les poissons un peu plus gros venant parce qu'ils y trouvaient des proies. On a démontré que pour certaines espèces, ce n'était pas le cas. Parce que suivant les espèces, les motivations ne sont pas les mêmes. Et l'hypothèse la plus vraisemblable au niveau des espèces qui sont très grégaires comme les thons, c'est que le DCP servirait de point de rencontre, de meeting point, qui favoriserait la rencontre des individus entre eux. Bon, on va mettre en pêche ici, on vient juste de sortir du port, mais c'est pas rare de trouver des petites dorades dans l'entrée du port, très près de la côte, hein, donc pourquoi pas. On y va. Alors je vais en mettre 4. 4 petits leurres de surface. Les 2 extérieures les plus longues, sur une quarantaine de mètres à peu près. Et les 2 au centre un petit peu plus courts, entre 25 et 30 mètres. On va voir ce que ça donne à ce moment-là. Et là je vais faire le tour, donc là on sort du port, on met en pêche ici, je vais faire le tour, il y a 2 bouées un petit peu plus loin. On va les contourner parce que souvent les petites coryphènes sont autour. Elles viennent manger les petites concrétions qui sont sous les petits coquillages qui sont sous les bouées. Il y a toute une chaîne alimentaire là-dessous. Donc on va essayer ça. Voilà. Vous voyez la bouée qui est là, souvent on en trouve autour de ces bouées-là. Il y a plusieurs bouées au large où on va aller tout à l'heure pour faire la grande traîne. Hein, c'est des bouées météo. Il n'est pas rare de trouver des grosses coryphènes autour de ces bouées-là. On ne peut pas dire que ces dorades coryphènes soient associées uniquement à ces grands objets flottants ou à ces bouées au large. Hein, c'est simplement, ben voilà, le pêcheur étant là, il voit des poissons concentrés là, il les pêche et il les rapporte, il rapporte ses observations. Mais c'est vraiment un poisson qui est présent partout en pleine eau, mais avec des densités beaucoup plus faibles dans ce cas-là. C'est réparti sur l'ensemble des eaux du large, donc beaucoup plus difficile à observer, donc à pêcher. Ouais, voilà, tu laisses partir, tranquille. Laisse filer. Non, touche pas ton fil. Voilà. Oh, c'est peut-être une calamide, hein. Ouais. Génial, hein, gars. Là, t'as une lésate sur le top du top. Hein. C'est un kiff, pas possible. Non, je pense que c'est des bonites, mais un peu grosses, non? Ouais. Ah ouais. La mienne aussi, elle me reprend. Toi aussi? Ah, c'est peut-être de pélamide. Oh là. Là moi aussi. C'est des grosses bonites. Impec. Ouais, tu vois, elles sont plus grosses, c'est pour ça qu'elles étaient un petit peu plus Quand il y a la boule comme ça, tu vois, forcément les anchois se regroupent par système de défense. Et tu as tous les pélagiques, tous les prédateurs qui tournent autour pour les chasser. Et là, tu as vu, on est passé sur la boule, elle était à l'avant du bateau, dès qu'on est passé dessus, les cannes sont parties derrière. Ça va Maxime, ça se passe bien? Oh. Avance un peu, avance, garde l'avance dessus. Tu peux laisser sur un moteur en avant. Ouais. Voilà. Vas-y, mouline, mouline. C'était normal de se prendre ce truc-là. On va pas se mêler là. Là. Vas-y, gros, nickel, joli. C'est bon? Attention, la coryphène arrive.
Dorade coryphène. Ouais, superbe. Quand une coryphène est agrégée à un DCP, elle reste très très près du dispositif. Contrairement à d'autres espèces comme les thons qui vont aller chercher des proies dans la journée à plusieurs milles et revenir le soir ou revenir en début de matinée, la coryphène, elle, reste 95% de son temps à moins de 400 mètres du DCP. On s'est aperçu que la durée moyenne d'agrégation était de l'ordre de quelques jours, 3 à 4 jours, mais qu'il pouvait y avoir des conditions dans lesquelles les coryphènes restent agrégées plusieurs semaines autour du même DCP. On a pu démontrer que la dorade coryphène utilisait le DCP comme un garde-manger. En fait, elle va se nourrir de proies non agrégées tant qu'elle le peut, par exemple des poissons volants qui passent à proximité et qui ne s'agrègent pas au DCP. Et puis lorsque les proies environnantes, ses proies préférées vont devenir de plus en plus rares, elle va se rabattre sur des petits poissons qui sont agrégés autour du DCP et avec lesquels elle vivait en bonne entente jusque-là, quoi. Hop, on vient d'avoir une touche là, de l'autre côté. On va aller faire ça de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si c'est une coryphène, j'ai pas vu l'attaque. Voilà, ça part bien. Hein. J'opterais plutôt pour une petite bonite. On va voir ça de suite. Un petit peu de frein, pas trop. Petit poisson. Ah, belle action, sympa. Ouais, pour s'amuser, là, on va se faire une bonne rigolade, quoi. On va voir ce que c'est. Le poisson a l'air assez un peu profond, si tu veux. Je pense que si c'était une coryphène, elle serait plutôt en surface à sauter. C'est vrai que j'ai pas vu l'attaque, alors peut-être c'est une coryphène, mais c'est pas très profond effectivement. On va voir ça. Des petits coups de tête, je sens des petits coups de tête. Regarde le sillon de la canne qui travaille. Hop, 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 hop. Tu vois, ça repart, on est à proximité de la bouée, tu vois. Voilà, impeccable. Nickel. Ah ouais, tu vois, elle a pris le petit raglou. On va la relâcher. Oui, on va la relâcher. Voilà, impeccable. Voilà. Tu vois, ces petits raglous marchent bien. Les bonites raffolent de ça. Les coryphènes aussi, hein. Allez, on la remet à l'eau, hein. Nous avons tout essayé. Traîne côtière, traîne hauturière, différents types de leurres, des vifs. Nous avons pris des thons, des barracudas et des bonites en quantité, mais nous n'avons jamais pu remonter une deuxième coryphène au bateau. Nous y avons cru jusqu'au bout, mais à l'évidence, ce ne sera pas pour cette année. On va essayer, Roger, on va essayer de faire le tour des 4 bouées, hein. Voilà, comme ça, on voit un petit peu s'il n'y a pas d'autres poissons là-bas. Hop, doucement. C'est parti, là. Ça arrive. En Méditerranée, la prise de la coryphène est plus aléatoire qu'on ne le croit. En revanche, sous les tropiques, où sa densité est bien plus importante, elle fait l'objet d'une pêche sous DCP. La multiplication de ces DCP pourrait avoir un impact à moyen terme sur les populations de dorades coryphènes, si l'on n'y prend pas garde. La multiplication des DCP artificiels, on va dire, mis en œuvre pour les besoins de la pêche, peut évidemment avoir des conséquences sur l'état des stocks. Ça, c'est une question importante. Alors, il faut voir de quel DCP on parle. Dans le cas des DCP ancrés, pour les petites pêches côtières, les pêches de proximité, on a affaire à un outil de gestion et de développement de la pêche qui est efficace et utile. Et puis le deuxième type de risque qui peut être induit par l'utilisation massive de DCP tout autour de la planète, c'est ce qu'on appelle le piège écologique. C'est la tendance qu'auraient ces objets à piéger des poissons qui, par leur comportement, vont venir autour de ces DCP et vont se laisser emmener dans des zones qui ne seront pas forcément favorables à leur développement. Ça, c'est un deuxième type de risque sur lequel les scientifiques travaillent actuellement, l'évaluation de cette notion de piège écologique.
Alors c'est vrai que le monde scientifique n'a pas toujours réponse à tout face à ces espèces dites nouvelles. Souvent, notre seule réponse, c'est fournir un certain nombre d'hypothèses, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Par contre, ce qui est très très intéressant pour nous, c'est de pouvoir avoir une relation qui s'améliore de plus en plus avec les pêcheurs amateurs, les pêcheurs professionnels, tous les gens qui sont en mer, les apnéistes, les plongeurs, parce qu'ils sont là, ils sont tout le temps en mer, ils observent, et s'ils nous transmettent ces informations, ça nous permet effectivement de constituer cette base de données dont on a à tout prix besoin pour pouvoir savoir comment le milieu évolue en Méditerranée, quelles sont les modifications. Il n'y a aucune raison de penser que le milieu va rester à l'identique pendant encore des dizaines, voire des centaines d'années. Il y aura probablement encore de nouvelles arrivées ou d'espèces méditerranéennes qui vont changer leur répartition, qui vont devenir un peu plus abondantes dans le bassin occidental, ou éventuellement des espèces, si les eaux continuent à se réchauffer, des espèces qui aiment bien les eaux un peu froides, comme par exemple le caplan, qui va continuer effectivement à devenir de moins en moins abondant. Donc il y aura des modifications. On peut également penser qu'avec l'amélioration de la qualité des eaux, qui est vraiment maintenant un fait certain en Méditerranée nord-occidentale, en tout cas pour les côtes espagnoles, françaises, italiennes, cette amélioration progressive de la zone littorale permettra effectivement la reconstitution d'écosystèmes de plus en plus riches. Alors quel avenir pour la Méditerranée ? Les scientifiques manquent encore de recul et de moyens pour apporter toutes les réponses aux questions que soulève cette évolution de la faune et de la flore sous-marine en Méditerranée. L'aspect positif de ce constat, sur lequel le milieu scientifique semble d'accord, c'est que la présence de ces grands prédateurs dans le bassin occidental méditerranéen est un signe de qualité du milieu. Pêcheurs et chasseurs sous-marins ne peuvent que s'en réjouir, sachant que l'avenir de leur passion dépend aussi de la généralisation d'un comportement responsable.